Dans cet épisode, nous commençons la construction du plancher. La première étape consiste à appliquer une couche isolante. Nous le faisons avec un mortier isolant EPS et des plaques EPS. Encore une fois, nous faisons réaliser cela par des installateurs spécialisés. Mais en faisant les préparatifs nous-mêmes, nous pouvons économiser environ 8 heures de travail. De cette façon, nous économisons encore 320 €. Les murs et le toit de notre maison ont déjà été refaits. Mais pour obtenir un ensemble totalement isolé, nous devons bien sûr veiller à ce que le froid ne puisse pas pénétrer dans la maison par nos fondations. C'est pourquoi nous commençons la construction de notre plancher avec une couche d'isolation. Le système d'isolation du sol se compose en fait d'une isolation primaire et d'une isolation secondaire. L'isolation primaire sert à obtenir une couche plate, dans laquelle tous les ponts thermiques ont déjà été enlevés. Nous la laissons sécher et durcir pendant une semaine, après quoi, dans une deuxième phase, le mortier est poncé, et sur lequel un panneau isolant est placé de 5 cm d'épaisseur jusqu'à 30 cm d'épaisseur dans certains cas. L'avantage de la combinaison des deux couches d'isolation est en fait que nous avons une épaisseur illimitée. Nous pouvons traiter des épaisseurs très importantes et atteindre des valeurs d'isolation très élevées sans risque de rétrécissement. La première couche est en fait un mortier isolant fortement liquéfié, afin de bien recouvrir tous les tuyaux et entre les tuyaux, que ce soit bien propre et bien rempli. La première couche est lisse, et en fait assez lisse pour ensuite poser une couche d'isolation secondaire, dans notre cas des panneaux isolants EPS, qui sont alors composés à 100% de granulés EPS. Mais avant de pouvoir commencer avec cette première couche, un certain nombre de préparatifs doivent être faits. Tous les trous dans les planchers intermédiaires doivent être comblés à l'avance. Les cages d'escalier, par exemple, doivent être fermées à l'aide d'une planche, de façon à ce que le mortier EPS ne s'écoule pas dans les pièces en dessous. Il n'est pas nécessaire de commencer à protéger les murs et les fenêtres avec du film plastique ou avec un autre produit, car la manière de travailler est en fait complètement propre. Et en cas d'éclaboussure sur la plateforme, vous pouvez immédiatement l'enlever avec une brosse et de l'eau. Cette préparation du chantier est quelque chose que nous pouvons parfaitement faire nous-mêmes. Nous commençons par le coffrage de notre cage d'escalier. Après avoir mesuré l'ouverture, nous pouvons fabriquer un morceau de bois sur mesure. Nous dessinons la bonne longueur sur le panneau et nous le scions à l'aide d'une scie circulaire. Dès que c'est fait, nous l'installerons dans notre cage d'escalier. En maintenant d'abord la planche en place et en mesurant si elle est suffisamment haute par rapport à la structure du sol, nous pouvons immédiatement la fixer à la bonne hauteur. Nous fixons le coffrage avec quelques chevilles à frapper, ce qui est certainement suffisant. Enfin, nous allons pulvériser la couture. De cette façon, il est bien scellé et nous sommes sûrs que le mortier isolant ne peut pas couler entre. Si nécessaire, nous découpons aussi le PDM sur les fenêtres. Assurez-vous qu'il vous en reste suffisamment, mais nous pouvons déjà couper l'excédent qui gênerait la construction du plancher. Nous nous assurons également que la surface est bien propre à l'aide d'une brosse. En éliminant la poussière et les particules détachées, la couche isolante peut être placée sur un sol propre. Cela permet également de s'assurer que le mortier peut bien s'appliquer contre vos tuyaux et que tout est suffisamment entouré d'isolant. Enfin, nous devons encore prévoir du plastique à la hauteur de l'ancienne fondation, parce qu'à cet endroit, il peut encore y avoir de l'humidité. En recouvrant ceci, vous évitez que votre chape isolante ne se mouille et que l'effet isolant s'en trouve diminué.
Comment allons-nous travailler? Nous avons besoin de savoir à l'avance, pouvons-nous facilement atteindre le chantier avec nos camions? Y a-t-il de l'eau sur place? Pouvons-nous entrer sur le chantier? Et surtout, savons-nous ce que nous devons faire? En d'autres termes, les détails techniques doivent nous être parfaitement connus. Une fois que nous commencerons à travailler sur le chantier, nous établirons toutes les entrées sur chaque étage. Et nous travaillerons à une hauteur déterminée à l'avance avec l'architecte ou le client. Il restera alors suffisamment d'espace pour poser la chape, le chauffage par le sol et le revêtement de sol. Avant de commencer, ils testent d'abord la machine pour voir si elle absorbe bien tous les ingrédients. Ils vont chercher l'eau nécessaire dans notre citerne à pluie. Entre-temps, nous nous assurons d'avoir des photos de l'emplacement des tuyaux dans notre plancher avant de les recouvrir. De cette façon, nous avons toujours ceci en main pour la vérification et nous éviterons de devoir forer par la suite. Après avoir également vérifié le passage au sol, ils peuvent commencer à appliquer le mortier isolant. Ils le font à l'aide d'un tuyau d'arrosage raccordé à leur machine. Une chape isolante est en fait constituée à 90% de granulés EPS graffités, qui isolent mieux que les granulés EPS classiques blancs ordinaires. Ces grains sont liés par un peu de ciment et un certain nombre d'additifs, de sorte que la valeur isolante reste très élevée. Et pourtant, une résistance à la compression suffisamment élevée est obtenue. En ce qui concerne la valeur d'isolation du mortier isolant EPS, disons que nous avons deux produits différents qui diffèrent considérablement de la valeur d'isolation. Le meilleur produit isolant a une valeur lambda de 0,05. Le mortier EPS classique, que nous utilisons comme béton en pente sur les toits plats et comme plancher intermédiaire pour les appartements, a une valeur lambda de 0,085. Tous les produits sont soit marqués CE, soit marqués ATG, soit répertoriés dans la base de données EPB. La composition liquide du produit garantit qu'il circule bien entre et sous les tuyaux. De cette façon, vous n'avez pas d'espace vide, ce qui est bon pour l'isolation et l'acoustique. Il est important que le mortier soit coulant, mais il ne doit pas pour autant être trop humide. La composition peut donc être ajustée si nécessaire. Une couche de mortier isolant est ensuite appliquée via le tuyau. Pour s'assurer que la couche est plus ou moins lisse et à la bonne épaisseur, un autre installateur utilise une truelle de finition. Il lisse le mortier et vérifie régulièrement s'il est au niveau correct. C'est pourquoi il est très important que la structure du plancher et le passage soient connus à l'avance par l'installateur. Cela lui permet d'ajuster son laser de construction à la bonne hauteur et de finir la couche à l'épaisseur appropriée. Le système est principalement utilisé dans les projets de construction neuve et de rénovation, et ceci aussi bien sur les sols et les toits plats que sur le béton en pente. Sur les sols, il est généralement combiné avec un panneau EPS. Sur les sols, il est presque exclusivement utilisé sans le panneau isolant pour le chauffage par le sol. Lorsque des planches sont utilisées sur des planchers intermédiaires, la valeur d'isolation est meilleure, mais cela a un effet négatif sur l'atténuation acoustique des planchers intermédiaires. C'est pourquoi nous vous conseillons de ne pas utiliser de panneaux isolants dans ces planchers intermédiaires. C'est aussi la raison pour laquelle nous ne finissons la couche d'isolation avec des plaques EPS qu'au rez-de-chaussée. Après avoir laissé sécher le mortier d'isolation pendant une semaine, on peut les poser. Les installateurs vérifient d'abord tous les niveaux avant de commencer l'installation. C'est une étape très importante,
car il est essentiel de savoir si la sous-couche est bien posée pour qu'ils atteignent la bonne hauteur avec leur plaque. En tant que constructeur, vous devez vous assurer que votre niveau est bien marqué sur différents murs, afin qu'il y ait un certain nombre de points de référence. Ensuite, la rugosité de la surface est ajustée avec une ponceuse pour obtenir une surface lisse. Les granulés qui sont poncés peuvent rester en place parce que la face intérieure des plaques qui y seront posées est en fait gaufrée, et ces granulés peuvent s'y insérer. Le ponçage de la couche de mortier est nécessaire pour obtenir une surface parfaitement plane. Ainsi, les plaques auront partout la même capacité de charge et seront également parfaitement planes. Il commence par la pose d'une rangée de plaques le long d'un mur droit. À partir de là, le travail peut se poursuivre des deux côtés. Les bords contre le mur ont besoin d'un ponçage manuel, car la ponceuse ne peut pas atteindre complètement ces points. Les grains poncés ne doivent pas être enlevés car ils rempliront les trous dans la structure gaufrée du dessous. De plus, les plaques sont résistantes à l'eau, ce qui signifie qu'un film entre les deux couches d'isolation n'est pas nécessaire. En d'autres termes, l'humidité ne peut pas affecter la valeur d'isolation. Le but est que les plaques soient bien serrées entre les murs environnants. Par conséquent, la dernière pièce est coupée un peu trop épaisse, environ 5 à 10 mm de plus, de sorte qu'elle tienne bien en place. Si des tuyaux dépassent encore, il faut poncer un évidement sur la face inférieure. En posant d'abord la plaque en place et en y appliquant une pression, l'empreinte du tuyau s'inscrit dans l'isolant et l'installateur sait où il va devoir poncer un peu. De cette façon, la couche d'isolation est posée rangée par rangée, de droite à gauche, puis de gauche à droite, et ainsi de suite. Le lien en soi ne fait guère de différence. Par conséquent, une pose en quinconce est généralement utilisée. Le format de ces plaques est de 60 cm par 120 cm et peut être fabriqué dans toutes les épaisseurs entre 5 cm et 30 cm en continu. Le petit format de cette plaque permet, même dans des espaces très réduits, d'obtenir une finition très propre. D'autre part, du fait de la petite taille des plaques, nous créons un plancher sans contrainte sur lequel le chauffage par le sol pourra être posé. Cela signifie que chaque plaque est indépendante l'une de l'autre. Il n'y a donc pas de tension dans l'isolation. De cette façon, chaque plaque est bien soutenue sur la sous-couche. Lorsque les tuyaux sortent du sol, une découpe est faite à l'aide d'une scie à main et éventuellement remplie avec un morceau de la pièce restante. De cette façon, la couche est interrompue le moins possible. Pour la dernière rangée aussi, le but est de bien pousser pour la rentrée entre les deux. Alors vous êtes certain que la surface entière est bien serrée dans l'espace.
pousser à nouveau bien afin que les plaques restent en place. Une fois les plaques posées sur toute la surface du sol, eh bien, les plaques sont brossées et les ouvertures autour des tuyaux sont remplies d'un mortier léger, le même mortier qui se trouve sous les plaques. En balayant, ils remplissent ainsi déjà une partie des fissures avec des particules. Les autres ouvertures sont remplies de mortier isolant EPS. Parce qu'il n'en faut qu'une petite quantité, ils le fabriquent manuellement et non mécaniquement, comme c'est le cas pour notre couche d'isolation primaire. Du fait que ce mélange est liquide, il est idéal pour bien remplir les découpes. En s'attaquant ainsi à tous les trous et endroits difficiles d'accès, on obtient une coque isolante complète sur laquelle nous pourrons ensuite placer le chauffage par le sol. L'utilité de la deuxième couche d'isolation avec des panneaux EPS est d'ailleurs simple. Ils ont une valeur isolante 2 à 3 fois supérieure à celle de la couche d'isolation en dessous, ce qui la rend parfaite pour obtenir une isolation suffisante avec une hauteur de sol inférieure. Ainsi, l'isolation de notre sol est terminée. Nous avons prévu environ 8 cm de mortier isolant pour encastrer nos tuyaux. Et au rez-de-chaussée, nous les avons encore recouverts d'une couche de 10 cm d'épaisseur de panneaux isolants en EPS. C'est la base pour l'installation de notre plancher chauffant. Dans cet épisode, nous avons économisé 320 € en nous chargeant nous-mêmes des préparatifs. Avec le montant provisoire de 57 710 €, le montant économisé s'élève désormais à 58 030 €. Dans le prochain épisode, nous placerons le chauffage par le sol au rez-de-chaussée. Avec les bonnes instructions, nous nous assurerons que tous nos circuits sont correctement placés, de sorte que nous puissions éventuellement les faire vérifier pour les fuites.